Bonjour à tous, bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Vous venez de publier un nouveau livre sur Napoléon, ça s'appelle La chute ou l'empire de la solitude, et je dirais que c'est un livre qui est d'une brûlante actualité, parce que ça raconte l'affrontement entre Napoléon et la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de vivre l'inverse, c'est-à-dire l'affrontement de la Russie vis-à-vis de l'Occident? Alors il y a de très vives tensions. Avant l'affrontement entre Napoléon et la Russie, il y a eu l'espoir d'une grande alliance. Et c'est vrai que les intérêts de la Russie et de l'Europe sont profondément liés. D'où ma conviction de la nécessité de sortir de la situation de crise que nous connaissons le plus rapidement possible. La situation actuelle n'est pas acceptable, mais elle est prévisible. Il y a au moins 3 éléments qu'il faut intégrer dans la politique russe aujourd'hui. La volonté de revanche après l'humiliation du Kosovo, qui donne des arguments. Alors, le Kosovo, rappelons ce qui s'est passé, le Kosovo est devenu indépendant de la Serbie, et la Serbie était soutenue par la Russie. Oui, mais nous avons là l'exemple d'une entité qui devient indépendante en contradiction avec le principe de souveraineté et d'intégrité. Aujourd'hui, c'est ce principe qui est utilisé, c'est ce précédent qui est utilisé par la Russie pour établir son bon droit, entre guillemets, vis-à-vis des républiques autonomes d'Abkhazie et de Ossétie du Sud. Alors justement, la Russie les a reconnus. Est-ce que ça, c'est une provocation ou pas? Alors, justement, dans la volonté russe, il y a à la fois ce précédent du Kosovo, mais il y a aussi la volonté de mettre un coup d'arrêt à la multiplication de ces révolutions de couleurs, révolution orange, révolution des roses, à leurs frontières, qui est pour eux un élément d'instabilité politique majeure, et puis volonté de mettre un coup d'arrêt à cette mobilisation de l'OTAN, qui est perçue comme très agressive à travers le bouclier antimissile et les nouvelles adhésions en perspective de l'Ukraine ou de la Géorgie. Donc, il faut prendre en compte cette psychologie à la fois de revanche et en même temps ce sentiment d'encerclement de la Russie pour véritablement engager aujourd'hui un dialogue avec la Russie qui, à mon sens, n'est pas sans atout, parce qu'il y a un vrai intérêt russe à normaliser ses relations avec l'Europe, un intérêt économique à le faire. La Russie, certes, produit du pétrole, produit du gaz, mais elle a besoin de l'exporter. Il y a pour eux en Europe des débouchés très importants. Donc je crois qu'on doit pouvoir faire progresser le bon droit et le bon sens, mais ça suppose un véritable dialogue nourri et partagé qui a fait défaut tout au long de ces années. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de dialoguer quand on les entend dire, par exemple, qu'ils n'ont pas peur de la guerre froide? Alors ils ont utilisé une formidable maladresse qui a été celle du président géorgien, qui a donné en quelque sorte l'opportunité à la Russie d'avancer comme elle l'a fait. Donc il faut, et c'est très important, marquer le coup, se battre sur un principe fort, qui est ce principe d'intégrité territoriale, même si une fois de plus le Kosovo fragilise un peu cette position, mais il y a une spécificité du Kosovo qui peut être défendue. Donc je crois qu'il y a là un solide travail politique, diplomatique à faire. Je ne suis pas sûr que le fait de s'exprimer aujourd'hui publiquement trop fortement sur ces sujets contribue à la recherche d'une solution. La Russie n'est pas un pays qui plie sur le devant de la scène. C'est un pays avec lequel il faut négocier. Vous pensez à Bernard Kouchner qui parlait hier d'épuration ethnique? Non, je pense que la tentation existe toujours en matière diplomatique et il faut se référer au principe. Il faut dire clairement les choses. Mais attention de ne pas rentrer, je ne pense pas en l'occurrence à la diplomatie française qui a bien travaillé. Nicolas Sarkozy a marqué véritablement les choses en établissant un cessez-le-feu. C'est un acquis aujourd'hui, on ne se bat pas sur le terrain, mais il est très important de reprendre langue avec Moscou pour faire comprendre à Moscou qu'il y a pour nous un certain nombre de choses inacceptables. Mais est-ce que la Russie aujourd'hui c'est un vrai danger? Je ne placerai pas les choses de ce point de vue. La Russie est en évolution. La Russie a connu d'énormes difficultés au fil des années, a très mal vécu l'explosion de l'Union soviétique, aussi curieux que cela nous puisse paraître. Donc je crois qu'il faut prendre en compte ce prisme russe, comprendre véritablement ce qui motive la Russie. La Russie reprend confiance, elle reprend des forces sur le plan économique, elle reprend des couleurs sur le plan de sa société. Donc tout ceci doit s'intégrer. La Russie n'est pas un partenaire secondaire, c'est un partenaire à plein. Et il faut donc, de ce point de vue, s'ouvrir à un véritable dialogue renouvelé avec la Russie. Justement, comment peut-on dialoguer aujourd'hui avec la Russie? Quelles armes on a pour dialoguer avec la Russie? Quels moyens de pression on a sur la Russie? Alors je ne suis pas sûr que les moyens de pression en général avancés, que ce soit le G8, que ce soit le Conseil OTAN-Russie, je ne crois pas que ces éléments soient majeurs pour la Russie. La Russie le dit très clairement et sans ambages, ils sont prêts à payer le prix de ce qui nous apparaît à nous comme un coup de force
dans cette région. Je crois que l'intérêt de la Russie est beaucoup plus profond. C'est ne pas se placer en situation marginale sur le plan économique dans le concert international. La Russie n'a aucun intérêt à payer un lourd prix économique et financier à un moment où elle veut assurer son développement et sa croissance. Donc je crois que c'est par là véritablement qu'il faut engager le dialogue et le débat. Il faut que l'Europe, et pour moi c'est le préalable numéro un. Avant tout autre exercice, la clé c'est que l'Europe soit capable de parler d'une seule voix et d'affirmer son unité vis-à-vis de la Russie. On voit bien que l'Europe est aujourd'hui divisée entre les anciens pays de l'Est qui évidemment craignent pour leur sécurité et les autres pays qui resituent dans un contexte plus large cette problématique. La priorité c'est d'établir notre position à la fois sur le plan des principes et à la fois sur le plan stratégique vis-à-vis de la Russie. Mais nous ne manquons pas d'armes dans ce débat. Sur l'Afghanistan, vous aviez, quand vous étiez Premier ministre, retiré les forces spéciales françaises, les forces d'élite. Elles vont y retourner. Le président de la République, en 2007, avait effectivement fait ce choix. Mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de s'enliser en Afghanistan? Vous savez, je pense que toute intervention comporte un risque d'enlisement au fil du temps. Dans un pays comme l'Afghanistan, avec une situation de conflit, de guerre civile, nous sommes menacés en permanence, effectivement, d'enlisement. Donc toute intervention doit intégrer une stratégie de retrait. Et il faut, à l'aune du drame que nous avons vécu, effectivement repenser en permanence et adapter notre stratégie. Je crois qu'il y a quelques axes très simples. D'abord, ne pas céder à la tentation idéologique qui a été celle des Américains en Irak et en Afghanistan de guerre au terrorisme, qui n'a aucun sens. Il faut se battre contre le terrorisme avec tous les moyens, renseignements, financiers, et on voit en particulier dans le domaine de l'Afghanistan qu'on ne prend pas les circuits mafieux suffisamment en compte, les circuits financiers suffisamment en compte, qui nourrissent l'achat d'armes et donc nourrissent le conflit. Il faut prendre en compte aussi une stratégie plus audacieuse sur le plan politique. On ne doit pas considérer qu'il y a d'un côté les talibans et de l'autre côté l'Occident. Nous devons nous mobiliser face au terrorisme, mais nous devons prendre en compte tous ceux qui peuvent être animés par une tentation nationaliste, tous ceux qui veulent rejeter l'occupant, parce que je crois qu'on ne doit pas, on n'a pas intérêt à affronter la population afghane qui peut être tentée effectivement de faire cette politique. Vous parliez de nécessité de programmer un retrait, c'est pas en envoyant des forces spéciales en plus qu'on prend le chemin. Une fois de plus, tout ceci... Vous pensez que c'est une erreur de renvoyer ces forces spéciales? Une fois de plus, il ne s'agit pas de se prononcer au coup par coup. L'important, c'est la stratégie. Que notre armée ait besoin de davantage de renseignements sur le terrain pour se protéger. Tout dépend des missions qui vont être confiées à ces différents éléments. Je crois qu'aujourd'hui, avant tout renforcement, avant toute chose, ce qui est important, c'est de bien préciser notre stratégie, de bien préciser la mission de nos forces sur place, de façon à minimiser le risque et de façon surtout à accroître l'efficacité de l'ensemble du dispositif. Et aussi de dire quand est-ce qu'on partira. Oui, mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire publiquement. Qu'on précise un calendrier secret, que l'on intègre la nécessité, quand on entre dans ce type de théâtre, d'en partir, que l'on mesure les risques, tout ceci est nécessaire, mais je crois qu'évidemment le calendrier est secret, sans quoi on se met la main dans la main de nos adversaires. Merci Dominique de Villepin. Je rappelle le titre de votre livre, La chute ou l'empire de la solitude, c'est la fin de Napoléon. Merci à vous. Merci. William, c'est à vous. Oui, merci.